pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Having their concerns and worries accommodated. And we are working day and night with Belgium, and I want to thank the Prime Minister for his personal engagement here. It's absolutely understandable, and I support that if we take the reparations loan, the risk has to be shared by all of us. This is a matter of solidarity, a core principle of the European Union. What happens if there is no agreement today on the frozen assets? What happens then? We have to find a solution today. The President of the Council said, and I support him in that, we will not leave the European Council without a solution for the funding for Ukraine for the next 2 years. And the two options, one of them then has to be agreed in the European Council. But I really count on pressure from the United States. Now the United States more mediating, it's true they're mediating between us. But I really wanted very much them more steps pressuring Russia, because I think that Putin doesn't want to stop this war, but he can if the United States will pressure more. And President Trump, he can, I think so, and God bless, he will be successful in this. Yes. La Russie menace d'étendre ses opérations en Ukraine si Kiev et ses alliés occidentaux rejetaient les exigences du Kremlin dans les pourparlers de paix. Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a fait une déclaration dans ce sens à Moscou. C'était lors d'une réunion annuelle avec les hauts responsables militaires. Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront sans aucun doute atteints. Nous préférons y parvenir et éliminer les causes profondes du conflit par la voie diplomatique. Si la partie adverse et ses protecteurs étrangers refusent d'engager un dialogue substantiel, la Russie libérera ses terres historiques par des moyens militaires. La création et l'expansion d'une zone tampon de sécurité seront également poursuivies de manière cohérente. Cependant, pour Kiev et ses alliés européens, les actions russes constituent une violation de la souveraineté ukrainienne et un acte d'agression délibéré. Nous sommes prêts à mener des pourparlers et à résoudre pacifiquement toutes les questions qui se sont posées ces dernières années. L'administration américaine se montre disposée à le faire et nous menons un dialogue avec elle. J'espère qu'il en ira de même avec l'Europe. Cela semble peu probable avec les élites politiques actuelles, mais cela deviendra inévitable à mesure que nous continuerons à nous renforcer. Si ce n'est pas avec les politiciens actuels, ce sera avec un changement des élites politiques en Europe. Les négociations en cours sont menées par le président américain Donald Trump, qui a lancé une vaste offensive diplomatique afin de mettre fin à la guerre qui dure depuis février 2022. Juste pour dire que ce conseil est extrêmement important pour nous, parce qu'il vient à un moment clé pour montrer que notre Europe peut continuer de protéger son territoire, ses citoyens, sa sécurité, son économie, son agriculture. Et sur chacun de ces sujets, c'est la capacité de l'Europe à protéger. D'abord, quant à la guerre en Ukraine, nous allons recevoir le président Zelensky après la réunion qui s'est tenue à Berlin en début de semaine. Et sur ce sujet, je veux ici redire l'importance d'abord d'immobiliser les actifs gelés russes. La décision a été prise, les Européens l'ont prise et on s'est donné de la visibilité. Deuxièmement, nous avons maintenant besoin de donner de la visibilité aux Ukrainiens pour financer leur effort de guerre. C'est la décision que nous devons prendre. Il y a plusieurs options qui ont été mises sur la table par la Commission européenne. Il y a des discussions importantes qui ont été engagées pour utiliser ces actifs gelés russes. Je veux ici dire qu'on doit rassembler tout le monde. On trouvera une position qui permettra de décider. Et c'est pour moi l'objectif de ce Conseil. On doit donner de la visibilité à l'Ukraine, on doit permettre de continuer de mener l'effort de résistance et nous devons être là en soutien pour construire une paix juste et durable. Et donc en même temps qu'on soutient, qu'on finance, qu'on donne cette visibilité, on continue les discussions
si elles sont sérieusement menées par la Russie, ce dont nous pouvons légitimement douter après les derniers propos du président Poutine et de ses équipes. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe en Europe, honnêtement, Pascal. Je me suis réveillé ce matin en relisant les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui, pendant le week-end, nous a simplement annoncé que la période de 39-45 ne serait rien en comparaison avec la période qui nous attend, que nous n'avons rien compris, nous allons vivre encore quelque chose de plus grave que nos grands-parents. Cet homme est un fauteur de guerre. C'est une guerre verbale qui est extrêmement dangereuse. Je pense que les Européens se fourvoient. Les Européens sont dans un combat verbal contre un ennemi qu'ils ont créé eux-mêmes. Et tout ça fait que finalement, la situation européenne aujourd'hui est d'une dangerosité, je pense, sans égale peut-être dans l'histoire. Pro-russe contre pro-ukrainien, le faux débat. Parce que c'est un faux débat, en fait. Et c'est un débat qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. C'est bien le problème. Mais malheureusement, c'est le seul dans lequel nous sommes englués. Et donc, j'ai voulu faire cette émission un peu particulière plutôt que de vous parler des dernières nouvelles, du fait que le PDG de BlackRock fait maintenant partie de l'équipe de négociation américaine, ce qui est très éclairant quand même sur la réalité des intentions américaines, ou de vous parler de la réaction là, assez brutale des Russes qui ont tapé un navire turc à Odessa, et qui aussi d'ailleurs tape la région d'Odessa. Donc cela, c'est vraiment un avertissement sur le thème arrêté. Bon, les Turcs, on sait, livrent des armes à l'Ukraine, livrent un certain nombre de choses depuis le début, ils jouent sur tous les tableaux. Mais là, c'est un avertissement non seulement à la Turquie, mais à Kiev et évidemment à l'OTAN. Voilà, on pourrait parler de plein de choses, mais en fait, j'ai voulu vous parler de quelque chose qui me préoccupe, qui m'attriste, à vrai dire, surtout parce que c'est pas seulement la montée des dangers, si vous voulez, danger d'escalade, danger de dérapage, pouvant dégénérer en un affrontement apocalyptique, donc je pense que nos dirigeants ne prennent pas la mesure. Encore une fois, c'est pas les États-Unis, ils ne sont pas en première ligne, ce sont les Européens qui sont en première ligne. Bon, mais voilà, au-delà de ça, c'est la montée d'une ambiance, d'une atmosphère qui est de plus en plus lourde, de plus en plus pénible et de plus en plus inquiétante. Atmosphère d'hystérisation, il n'y a pas d'autre terme, d'une Europe, de certains de ses États membres, qui ne savent plus comment faire pour enrayer, si vous voulez, l'hémorragie du mensonge et le dévoilement de la triste vérité de ce conflit. Et voilà, il y a une espèce d'atmosphère de panique, pas seulement sur la question du plan de paix, de comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Là, il y a vraiment comment faire pour empêcher que le poteau rose ne soit totalement découvert et brisé, et comment faire pour empêcher que ça ne soit dit, que ça ne soit su, que ça ne soit compris. Bon. Et donc, c'est dommage parce qu'évidemment, on ferait mieux de tirer les conclusions, les conséquences de nos erreurs, de nos mauvais calculs, pendant qu'il en est encore temps. Mais c'est pas ça qu'on fait. En fait, on est en Union européenne, je suis européenne, enfin je suis française d'abord, mais je suis européenne, comme beaucoup d'entre vous. On se proclame le temple, n'est-ce pas, des libertés, du progrès, de la liberté d'expression, en tout cas de la liberté de penser, de la liberté d'exprimer des opinions, des analyses, de nourrir des débats, de pouvoir débattre librement, y compris sur des sujets très graves, de société ou internationaux. Et en fait, on est en train de créer petit à petit, mais chaque jour davantage, une sorte de délit d'opinion, et de sombrer dans une espèce de sanctionnite aiguë. J'ai l'impression qu'on a pris le pli là, avec les sanctions sur la Russie, on en est au 20e paquet, avec l'efficacité que l'on connaît. Et maintenant, c'est les individus, et c'est plus seulement des Russes ou des sociétés russes ou des gens qui travaillent avec la Russie, c'est des individus. Et j'ai l'impression qu'on perd complètement les pédales parce qu'on croit pouvoir escamoter
la réalité en mettant à mort ceux qui en parlent. Alors on les met à mort, on les assassine pas encore, on les met à mort socialement, économiquement, médiatiquement, on essaie de les enfermer d'une certaine façon. Quelle légalité, quelle base exacte, quel fait, voilà, c'est l'Europe s'arroge ce droit de faire des listes au-dessus des États, mais manifestement, on la laisse faire, comme si elle était un État, si vous voulez, cette espèce de fédéralisme qui n'est plus rampant du tout. Et donc, toutes les voix discordantes que l'on juge influentes, bon, au prétexte que certaines d'entre elles seraient des relais du Kremlin, des agents russes, une 5e colonne qui donc reprendrait la propagande du Kremlin, bon, c'est-à-dire parfois des faits, des arguments, voire des idées que les Russes essaient de faire passer, sans doute, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont relayées par un certain nombre d'analystes, en fait, dont je suis. Bon, moi, je suis pas très influente, donc voilà, je n'écris plus. Bon. Mais en tout cas, maintenant, on attaque frontalement, comme si c'était des ennemis, en fait, intérieurs, les gens qui ont en fait une véritable crédibilité analytique. Pas que, mais enfin, il y en a quand même qui ont une véritable crédibilité analytique, une rigueur dans le raisonnement, des sources. Bon, évidemment, ils ne sont pas omniscients, personne n'est omniscient, on peut se tromper, on peut même se tromper largement. Mais ce qu'on leur reproche, en fait, c'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils ne se trompent pas beaucoup. Voilà. Et c'est ça le sujet. On a l'impression que l'Europe fait tout faux. L'Europe a perdu le Sud global. L'Europe, maintenant, prend un autre chemin que celui des États-Unis d'Amérique, ce qui n'est jamais très favorable. Et puis finalement aussi, surtout, l'Europe, après que nos leaders aient dansé, se soient amusés jusqu'en 2022, nos leaders n'ont jamais cru à la guerre, en Ukraine par exemple. Alors maintenant, ils se sont lancés dans une attitude guerrière. On a l'impression que ce qui fédère l'Europe aujourd'hui, ça n'est plus que la haine de la Russie. Et cette inflation verbale guerrière est extrêmement dangereuse. Les guerres ont toujours commencé par des mots. C'est des mots qui commencent les guerres. Alors si nous voulons la paix, nous avons besoin urgemment en Europe aujourd'hui de leaders qui nous offrent des mots de paix. Et il n'existe pas. C'est ça qui est très dangereux. Et du secteur de Kupiansk, qui fait couler, donc vous le savez, beaucoup d'encre. Donc vous le voyez, les Ukrainiens continuent de gagner du terrain. Hein, donc ils ont repris le village de Sobolevka et de Moskovka dans la partie au nord, nord et ouest de Kupiansk. Alors moi j'ai même fait avancer un peu plus encore le front. J'ai rajouté une flèche jaune parce que sur la journée d'hier, selon les autres observateurs au SINT, il n'y a pas que le secteur qui est repassé en bleu dans les pointillés blancs dans cette zone-là qui a été repris. Il y en a encore une autre partie, c'est pour ça que j'ai repoussé la ligne rouge vers la droite. Néanmoins, vous le voyez avec les photos qui sont publiées là, le carrefour central de Kupiansk est toujours aux mains de l'armée russe. Donc ça, c'est très important parce que ça signifie que l'évacuation potentielle des gens qui sont sur la rive gauche de l'Oskol est toujours impossible. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en même temps, les Ukrainiens continuent de lancer des contre-attaques aussi au sud. Ils ont repris donc une partie du village de Sadové, hein, qui est là. Oui, c'est ça, Sadové. Et néanmoins, là, les Russes ont lancé des contre-attaques pour regagner du terrain au sud de la ville. Donc la bataille reste très dynamique, même s'il semble qu'elle continue de tourner à l'avantage des Ukrainiens. Pour le moment, stratégiquement, ils n'ont toujours pas repris la ville. Et le carrefour central, avec ce fameux point de passage, je dis plus un pont parce que il a tellement été détruit que c'est plus le pont originel qui permet de franchir l'Oskol, mais en tout cas, le point de franchissement de l'Oskol dans Kupiansk reste toujours aux mains des Russes, et il faut bien constater, vous le voyez sur la carte, que sur les deux rives de chaque côté de ce point de passage, les Russes contrôlent la situation.
Voilà, donc la contre-attaque s'est poursuivie, les Russes ont continué soit d'être repoussés, soit de regagner au sud un petit peu de terrain, donc ça reste très flou. Sur la situation, on peut pas dire tiens, ça y est, c'est définitif, les Russes ont stoppé l'avancée ukrainienne ou les Russes ont commencé à contre-attaquer, reprendre du terrain. Une chose est certaine, les Ukrainiens ont repris des villages à la périphérie de Kupiansk, ils ont gagné du terrain à l'intérieur de Kupiansk, à l'ouest, au nord et au sud, mais ils n'ont toujours pas repris la ville. Voilà. Et leur tort impardonnable est manifestement de rappeler les faits, les perspectives, l'histoire, l'enchaînement des événements, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qu'il faut savoir, et de mettre en fait une lumière crue sur une forme de propagande, et en tout cas d'imposture médiatique, parce que est-ce que c'est de la propagande, est-ce que les gens y croient, c'est toujours l'éternelle question. Moi, je pense qu'il y a surtout beaucoup d'ignorance, beaucoup d'incompétence, beaucoup de manque d'analyse historique, de profondeur historique, et aussi de la complaisance. Bon. Donc, on est en train d'expliquer que ces gens-là font de l'intelligence avec l'ennemi. Donc déjà, la Russie devient un ennemi, on est en guerre contre la Russie. Alors, qui est une guerre hybride, et encore faudrait-il bien la définir, certainement, et je pense qu'on la mène comme elle nous est menée d'ailleurs. Mais enfin, on n'est pas en guerre, enfin à ma connaissance, alors j'ai raté une étape. J'espère bien qu'on n'est pas en guerre contre la Russie. En tout cas, la Russie a dit qu'elle n'était pas en guerre contre la France. Elle a expliqué à partir de quel moment elle le considérerait. Bon. Mais si vous voulez, voilà, on s'imagine en fait qu'une fois qu'on aura fait taire tous ces gens, eh ben, la réalité qui dérange va disparaître. Parce que plus personne ne pourra en parler, finalement, n'osera, tout le monde aura peur. Et on pourra continuer de laver les cerveaux des populations et de les conduire éventuellement à un affrontement dont on ne comprend pas le sens, en fait, la réalité, la logique, l'intérêt. Voilà, on s'imagine qu'on va pouvoir escamoter tout ça. Toi, comme ancien ambassadeur, comme diplomate pour la Suisse, quand est-ce que tu penses que ça a commencé, ce changement? Parce que je me rappelle encore d'un Europe, ou même d'une Union européenne qui était un symbole pour la paix. Et puis, c'était pas seulement des mots. Alors, on a eu des bonnes relations. Et puis, l'Union européenne a travaillé vers la paix aussi dans les Balkans, dans des autres pays. Et puis maintenant, on a perdu tout ça. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que l'Union a commencé à changer? Alors, peut-être qu'il faut remonter à la fin de l'URSS. Je pense qu'au début des années 90, l'Union européenne n'a pas compris l'époque qui commençait. Par contre, les États-Unis et l'OTAN, notamment, l'avaient très bien compris. Vous savez, tu sais, moi, j'étais ambassadeur et chef de la division pour la politique de sécurité dans le ministère suisse des Affaires étrangères en 2010. Et en 2010, j'organisais des séminaires en Suisse avec des représentants de l'OTAN, de la Fédération de Russie, des grands pays de l'OTAN, etc. Et ces séminaires étaient extrêmement stimulants. On avait vraiment l'impression de créer une nouvelle Europe. C'était un petit peu la réconciliation entre l'Europe de Dostoïevski, Tolstoï, Gogol et celle de nos grands écrivains, de nos grands penseurs aussi, et des Hemingway, des Américains. Voilà. Mais parmi nous, il y avait une représentante américaine qui représentait le département d'État, qui nous disait « Attention, je reviens de Moscou et j'ai l'impression que dans les bureaux à Moscou et à Washington, les Kaltkrieger, comme on dit en allemand, sont toujours présents. Et ces gens-là n'attendent qu'une chose, c'est de faire repartir les tensions. » Et les représentants de l'OTAN qui étaient dans nos séminaires nous disaient franchement, nous allons perdre nos jobs, nous allons perdre nos emplois si la paix s'installe en Europe. Et notre seul avenir, c'est que les tensions redémarrent entre l'Est et l'Ouest. Alors évidemment, on ne les croyait pas. On pensait que l'époque de la grande fraternité, des retrouvailles dans l'hémisphère nord. Tu sais, Pascal, moi, j'étais en Indonésie, comme tu as dit. Quand je suis revenu d'Indonésie, mais d'Afrique aussi, après, j'étais absolument sidéré de voir que l'hémisphère nord, de Vladivostok à Vancouver, finalement,
n'avaient jamais réussi à trouver le moyen de vivre ensemble de manière apaisée. Et lorsque, en 90, peu après, les tensions ont recommencé, la guerre en Yougoslavie, je pense que ça a été un peu l'époque clé, la guerre en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, a finalement cassé ce mouvement. D'ailleurs, on dit que Primakov, le ministre russe des Affaires étrangères, a carrément fait demi-tour lorsqu'il allait à Washington, lorsqu'il a appris le début des bombardements en Serbie. Il a dit, eh bien, c'est fini. C'est fini. Notre chemin commun avec l'Occident est terminé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez ce matin du Conseil européen de fin d'année. Aujourd'hui et demain à Bruxelles, les dirigeants des 27 sont en train d'arriver, prêts à se battre. Tous les spécialistes le disent, ça va être l'un des sommets les plus tendus de ces dernières années. Oui, alors il y a toujours un peu de dramatisation avant le lever de rideau. Des capitales claironnes, retenez-moi ou je fais un malheur. Et c'est une bonne manière de se faire écouter. C'est de la négo avant les négos. L'Europe aime le théâtre. Mais c'est vrai, jamais un Conseil européen n'échoue. Les chefs d'État sont entourés de professionnels de la magie qui savent mieux que personne mettre la poussière sous le tapis, différer la solution, arrondir les angles, découper le dilemme insoluble en tranches si fines qu'il s'évanouit. Abracadabra, ce sont des champions. Après les prolongations d'usage, tout le monde rentrera chez soi la tête haute, ou du moins en sauvant la face. Mais les 27 sont rarement opposés de manière aussi frontale et sur autant de sujets que ce matin, ça va être sportif. Alors il y a 2 dossiers urgents notamment à régler et à chaque fois 2 camps bien tranchés. Il y a d'abord le traité de libre-échange avec le Mercosur, on vient d'en parler, en chantier depuis 26 ans, autant dire depuis toujours. L'Allemagne tempête, le chancelier s'impatiente. Avec ses alliés espagnols et scandinaves, il aura toujours assez de courage pour supporter la souffrance des éleveurs français. Ils veulent signer tout de suite avec les latino-américains pour relancer l'économie européenne et la Commission est d'accord. Ursula von der Leyen a déjà pris son billet pour le Brésil. Lula dit que c'est maintenant ou jamais. Alors elle s'envole samedi pour Foz de Iguaçu, à la frontière du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay, les chutes d'eau les plus spectaculaires du monde. Mais elle a pris dès hier une douche froide avec le ralliement de Giorgia Meloni à la position des Français, des Polonais, des Hongrois. Ensemble, ils ont une minorité de blocage. Meloni veut plus de garanties pour le secteur agricole. Ursula von der Leyen a du coup sans doute pris un billet qui doit être remboursable, ou du moins on l'espère. Il y a d'autres sujets d'empoignade, Vincent. Il y a le cadre budgétaire, le déficit commercial avec la Chine, qui est aussi vertigineux que les gorges du Yunnan, mais le financement de la guerre en Ukraine est le vrai casse-tête. Les Américains ayant cessé de payer, il y a 2 options. Un emprunt de 90 milliards, la Hongrie met son veto, et l'autre fondé sur les actifs russes, les 210 milliards déposés par la Banque centrale de Russie, en Belgique, et qui ont été bloqués dès le début de la guerre. Il y a 3 bonnes raisons de mettre la main dessus. C'est toujours ça que les Américains n'auront pas, puisque Donald Trump lorgnait le magot en envisageant de le partager avec le Kremlin pour financer des projets communs. Secondo, on se donne l'illusion de faire les poches à Vladimir Poutine, et cette bonne blague a un inconvénient, c'est que elle n'amusera pas les tribunaux internationaux que saisiront sans aucun doute les entreprises russes si on pille leur avoir. Ça risque de coûter cher à la Belgique qui est vraiment au vent debout. Et ça risque aussi de ruiner le crédit de l'Europe sur les marchés. Enfin, le 3e argument, c'est qu'il n'y a pas le choix. L'Europe n'a pas les moyens de financer toute seule la guerre en Ukraine, d'autant moins qu'elle se termine, et qu'il va falloir assurer la suite, la reconstruction, et puis la sécurité aussi. Les technos ont inventé un mot pour ce fric-frac, ils parlent d'un prêt de réparation. Alors les Belges, je vous l'ai dit, n'en veulent pas entendre parler. Les Tchèques, les Hongrois, les Slovaques, les Bulgares, j'ai dû en oublier, les Italiens sont contre aussi. Et puis il y a tous les autres qui ne disent rien, mais qui redoutent la réaction de Donald Trump. Le Conseil doit durer 2 jours. Il pourrait déborder sur le week-end et pourquoi pas jusqu'à Noël. Après tout, les Européens croient très souvent au Père Noël. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent. L'Union européenne, c'est devenu le coup d'État permanent. Le comportement de Madame von der Leyen sur le dossier du Mercosur est absolument inadmissible, puisque on assiste à de véritables manœuvres pour éviter la règle de l'unanimité. Mais on retrouve en réalité ce type de procédés déloyaux et malhonnêtes, et je crois contraire au traité de l'Union européenne sur un certain nombre de sujets. C'est le cas par exemple pour le cadre financier pluriannuel que Mme von der Leyen
veut accélérer dans des proportions qui sont tout à fait déraisonnables afin qu'il soit entériné avant l'élection présidentielle française, mais aussi peut-être avant les élections espagnoles, voire même avant les élections hongroises. Cette situation n'est pas supportable. C'est vrai également avec les avoirs russes, puisqu'elle a essayé de tordre le bras à un certain nombre de pays, la Belgique en premier d'ailleurs, pour obtenir clairement là aussi une violation des traités. Aujourd'hui, elle évoque un prêt qui est un prêt absolument considérable, qui serait imposé aux différents pays de l'Union européenne, avec la charge et le risque financier que représente ce prêt. Voilà, cette situation ne peut pas durer et nous allons donc évoquer avec l'ensemble des leaders du groupe Patriote ces problématiques que je considère très inquiétantes. L'Europe, qui était une machine de paix, est devenue une machine de guerre. L'Europe est devenue une sorte de mini-OTAN européenne. Et la seule chose que l'Europe dit depuis maintenant 3-4 ans, c'est la guerre, la guerre, la guerre. Et ça n'est pas du tout dans l'ADN de l'Europe. Si l'Europe fait la guerre, c'est que l'Europe a échoué. Et c'est ça le gros problème de l'Union européenne aujourd'hui. Au bilan, vous le voyez, pour la journée d'hier, les Russes parlent de 1340 soldats ukrainiens tués, blessés, prisonniers ou portés disparus. Donc on reste dans quelque chose d'à peu près moyen par rapport à l'ensemble des pertes enregistrées depuis le début du mois, entre 1200 et 1500 hommes par jour. Je rappelle, ce ne sont que des estimations, et ce ne sont que des estimations qui sont fournies par les Russes. Et je vous rappelle que nous n'avons pas de canal sérieux, je dis bien sérieux, qui peuvent nous donner des estimations comparables sur les pertes russes. Et c'est bien dommage parce que si on les avait, on vous les fournirait. Mais on en reste, nous, à ce que nous propose le canal Mediazona avec la BBC, donc des opposants russes soutenus par les Britanniques. Vous vous doutez bien qu'ils sont pas là pour chanter les louanges de Moscou. Et sur le fait que, en ce qui concerne le nombre de morts, on devrait être à quelque chose, eux disent à date de la fin du mois d'août, début septembre, 219 000 morts. Par extrapolation, vu les combats qui se sont déroulés, donc maintenant depuis près de 4 mois, on parle pour nous, à veille stratégique, de 230 à 235 000 morts côté russe, et on peut compter à peu près 480 000 blessés, dont il est difficile de savoir combien sont des blessés dits irrécupérables, c'est-à-dire qui ne peuvent pas à terme retourner au front. Ce n'est pas le sentiment que j'ai, non. Je n'ai pas le sentiment que l'Union européenne pousse à la réalisation du plan de paix des Américains, bien au contraire. J'ai le sentiment que Mme von der Leyen, avec le soutien, voire même la complicité d'Emmanuel Macron, fait tout précisément pour que cette paix n'arrive pas. Et ceci est également une inquiétude parce que, en réalité, le sentiment profond que j'ai, c'est que l'Union européenne se sert systématiquement des crises pour pouvoir avancer ses pions et pour pouvoir s'attribuer des pouvoirs, des compétences que les traités ne lui ont pas attribuées. Ça a été vrai avec la crise migratoire, où elle s'est attribuée la compétence en matière d'immigration. Ça a été vrai avec le Covid, où elle s'est attribuée la compétence de santé. Et c'est vrai aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, qui lui permet de s'attribuer des compétences en matière de défense, ce qui relève dans les traités exclusivement en réalité des nations. Je ne suis pas loin de penser également que le prêt qu'elle appelle de ses voeux et qu'elle cherche à imposer à tout le monde ne lui serve non plus à créer en réalité un gouvernement financier européen où les nations perdraient la main sur la levée de l'impôt, ce qui pourtant est une prérogative évidemment de souveraineté absolue. Je vous remercie. Parce qu'à force de répéter des contre-vérités, d'asséner des raisonnements moralisateurs, comme si c'était des évidences, on s'englue dans la réalité alternative et on en tire des conclusions erronées, évidemment, qui peuvent servir un agenda tactique, politique, ou tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est pas stratégique, si vous voulez. Réduire le conflit en Ukraine, qui est quand même inscrit dans une histoire extrêmement ancienne, à rebondissement où le monde entier est impliqué, le réduire à une espèce d'affrontement entre les pro-russes et les pro-ukrainiens,
si vous voulez, c'est la fin de l'intelligence collective, quoi. Ça fait disparaître l'analyse, ça fait disparaître le raisonnement, et on peut dire que si la première victime de ce conflit, c'est certainement le peuple ukrainien, la deuxième, c'est clairement l'intelligence des peuples, l'intelligence des élites, l'intelligence de situation au sens même large du terme. C'est la seconde victime de ce conflit. La Commission européenne vient d'inventer le concept de l'indépendance sélective. C'est-à-dire, nous allons couper nos liens avec la Russie sur le gaz, mais augmenter du coup notre dépendance vis-à-vis des États-Unis. Si en plus cela fait augmenter les coûts de production pour notre industrie, ça risque aussi d'affaiblir l'Europe en passant. On a aussi l'indignation sélective sur les ingérences étrangères. On s'offusque des ingérences russes, belarusses et autres, mais quand il y a un scandale qui éclate ici, qui dit qu'il y a une stratégie israélienne pour influencer les tribunaux, les cabinets ministériels en Europe, silence total. Quand nous entendons, quand nous lisons dans la stratégie de sécurité nationale américaine que les Américains vont s'appuyer sur l'extrême droite pour changer l'Europe, on voit ici que la droite vote tranquillement avec l'extrême droite pour faciliter ces projets-là. Et pourtant, vous ne critiquez pas les États-Unis. Vous dites oui, mais on veut défendre notre façon de vivre. Mais ce sont vos mesures sociales, vos mesures économiques qui sapent la façon de vivre de nos travailleurs, qui ont peur du prix du chariot, qui ont peur du prix de l'énergie. Vous ne la défendez pas, notre façon de vivre, vous êtes en train de la saper et de la torpiller. Au moins sur le militaire, on fait quelque chose. Mais pour faire quoi? Vous avez dépensé autant que les États-Unis pour faire pareil que les États-Unis? Des guerres un peu partout dans le monde, vous êtes jaloux de ne pas pouvoir aller bombarder le Venezuela ou l'Irak? Ce dont a besoin l'Europe, c'est une chose très claire, sont une diversification de nos relations diplomatiques et une posture fondamentalement autre que celle des États-Unis dans ce monde. On va commencer tout de suite par le secteur de Vovchansk, donc qui se trouve au nord-est de Kharkov. Donc vous le voyez, après la conquête de la ville, la bataille pour Vovchansk a été très longue. Je vous rappelle que les Russes ont attaqué dans ce secteur en mai 2024. Ils ont tenu sur toute la partie nord de la ville pendant plusieurs mois sans avancer. Et puis là, en quelques semaines, ils ont achevé la conquête de la ville puisque les Ukrainiens, nous l'avons assez expliqué, ont été obligés de prélever, y compris dans cette zone, des renforts pour les envoyer sur d'autres points du front, faute d'avoir une réserve stratégique. Donc depuis que la ville a été conquise la semaine dernière, vous le voyez, les Russes poursuivent les opérations offensives, tout azimut, sur tous les différents axes depuis la ville. Donc vous avez, alors attention au nom, vous avez donc là un autre Liman, dans le rectangle jaune. Les Russes s'avancent à l'ouest de ce village de Liman. C'est pas le Liman dont on parle d'habitude dans le secteur près de l'oblast de Lugansk, mais voilà, c'est quand même un autre Liman, cette fois-ci dans l'oblast de Kharkov. Les Russes progressent également. Donc là, c'est sur leur flanc droit. Là, ensuite, dans le secteur de Vilcha, c'est en direction donc plein sud, parce que le but, je vous l'ai dit, c'est peut-être de vouloir percer en direction du sud en longeant le Seversky Donetsk pour s'en servir comme d'un flanc garde naturel. Donc ils avancent dans le village de Vilcha. Le but, je pense, pour eux, c'est de prendre le contrôle de tous les axes de communication qui partent depuis Vovchansk avant de se lancer dans des opérations d'envergure vers le sud. Donc ils essayent également de sécuriser leur flanc gauche. Donc leur flanc gauche, c'est à droite sur la carte, on se met en miroir, de sécuriser leur flanc gauche dans le secteur de Tikoye, où vous le voyez. Donc là, par contre, il n'y a pas eu d'avancée, il y a eu une avancée sur les 3 axes d'attaque, et sur les 2 autres axes d'attaque, vous voyez des flèches jaunes qui montrent que les Ukrainiens ont contre-attaqué, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de gain significatif dans cette partie-là. En Union européenne, finalement, on paie cher. On est en train vraiment de s'affaiblir encore davantage nous-mêmes en se coupant des sources de compréhension des choses. Et non seulement on consent à notre effacement, tout en expliquant le contraire, mais enfin concrètement on consent à notre effacement. Ça s'est vu dès l'affaire de Nord Stream. Le silence ahurissant, le consentement ahurissant des pays européens et de l'Allemagne bien sûr. Mais désormais on est clairement lâché par
la Maison-Blanche. On a même l'impression que l'OTAN pourrait bien devenir une alliance de sécurité européenne, hein, parce que les Américains ont mieux à faire, et après tout, si on veut faire la guerre à tout prix, eh ben qu'on la fasse, mais alors sans article 5, hein, en tout cas sans parapluie américain. Trump est en train de discuter avec Moscou de ce qui l'intéresse, de laisser la Russie avancer sur le terrain, de déclarer qu'il fait tout son possible, mais enfin, à l'impossible, nul n'est tenu. Et c'est un peu le sous-texte aussi qui monte. Et que si vraiment on ne veut absolument pas de paix réaliste, voilà, qu'on y aille. Bon, et qu'est-ce qu'on tire comme conclusion à Bruxelles de cet état de fait extrêmement grave, extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant? C'est qu'il faut continuer à, soi-disant, aider l'Ukraine en, comment dirais-je, déversant de nouveau des millions et des milliards, alors qu'elle est on est en pleine affaire de corruption ouverte sur l'ensemble du pouvoir ukrainien. Et voilà, et ce qu'on doit faire, nous devons mettre, pour obtenir une paix soi-disant juste et durable, mettre des forces au sol en Ukraine pour soi-disant la protéger, ce qui va exactement produire l'inverse. Secteur de Seversk, hein, la situation autour de Liman n'a pas bougé, mais dans le secteur de Seversk, vous le voyez, les Russes continuent d'aligner le front, hein, de modeler le front favorablement. Donc maintenant, il y a quasiment plus qu'un tout petit bout de terrain qui les sépare du dernier pont à conquérir ou du dernier point de passage à conquérir sur le Seversky Donetsk par la route qui relie Seversk à Liman, hein, pas celle qui passe par Dronovka, mais celle qui passe par Zakotne. Là, la route, vous prenez Seversk, vous voyez donc cette zone autour de Platonovka, entre Seversk et Platonovka, qui a été conquise et sécurisée, ce qui fait que la prochaine étape, c'est Zakotne, et puis ensuite le pont qui se trouve à côté d'Ozerne, pont ou point de passage, hein, j'insiste là-dessus, c'est des endroits qui ont tellement été bombardés qu'à mon avis, pour passer le Seversky Donetsk, c'est des ponts du génie et plus les ponts civils construits à l'époque soviétique. Hein. Voilà, tout ça a été copieusement bombardé. Mais une fois que tout ça va être sous contrôle, cette route va permettre à la logistique russe de passer par Seversk pour aller directement en direction de Liman et mener la bataille de Liman. Je vous rappelle qu'il y a déjà des combats depuis plusieurs jours dans les faubourgs de Liman. Je pense que là, dès que cette zone sera sécurisée, que l'ensemble de cette route sera sécurisé et que le pont sur le Seversky Donetsk sera rétabli, on va assister au renouveau de l'offensive pour s'emparer de Liman plus directement. Ce qui est vrai, c'est que l'Ukraine, et ça c'est documenté, et Victoria Nuland, l'une des actrices du coup d'État de Maïdan de 2014, l'a dit en commission, comment dirais-je, sénatoriale, je crois, ou au Congrès, quelque temps après, elle a avoué qu'il y avait des laboratoires américains, et pas un, pas deux, pas 12, je crois qu'il y en avait près d'une vingtaine, des laboratoires de guerre chimique et bactériologique américains en Ukraine. Hein. Il y avait bien sûr des antennes de la CIA, il y avait bien sûr tout un programme de reconstruction ou de construction même d'une armée ukrainienne digne de ce nom, de services ukrainiens qui ont été pris en main notamment par les Anglais. Tout ça a été, mais par la CIA aussi. Tout ça n'est pas, c'est pas être pro-russe que de le dire, c'est une réalité. Voilà. Bon, on peut faire comme si elle n'existait pas parce qu'elle nous embête, mais elle est là. Voilà. Donc, le narratif, si vous voulez, qu'on a balancé sur l'unprovoked aggression est faux. Il est totalement faux depuis le début. Il est distordu, si vous voulez, par rapport aux faits. Et donc, en faisant ça, on a immédiatement, comme toujours, décidé du canon moral. C'est-à-dire, on a décidé qui était bon, qui était méchant. Voilà. L'Ukraine est une victime, la Russie est un agresseur pur qui agresse sans raison, sans motif. Bon. Donc, il n'y a pas d'égalité possible
à partir de là, dans la description des faits, si vous voulez, parce qu'il y a un narratif dominant, invasif, occidental, qui sert notre stratégie. Et la stratégie occidentale, c'est une stratégie de contrainte, de containment, si vous voulez, d'encerclement de la Russie. C'est pas pour rien qu'ils ont un complexe obsidional, et pas non plus nulle part, qui est clair depuis la fin de la guerre froide. Il n'y a qu'à voir l'avancée de l'OTAN. Enfin, c'est clair, ça se voit sur une carte. C'est tout simple. Bon. Donc, la Russie a effectivement envahi les frontières reconnues de l'Ukraine, mais pas pour, premier mensonge, conquérir toute l'Ukraine. Elle ne risquait pas avec le nombre de soldats qu'elle avait mis le 24 février 22, pour aller changer le régime de Kiev, qu'elle considérait être un régime illégitime mis en place par les Occidentaux, et c'est le cas. Bon, là aussi, je l'ai expliqué, réexpliqué, mais tout ça sera dans le cours. Ou pour aller envahir toute l'Europe, ou pour aller menacer l'OTAN, mais pour deux choses essentiellement. Un, empêcher que ne soit reprise par la force la région du Donbass, puisque nous avions préparé les forces ukrainiennes à cet effet. On a retrouvé les ordres d'opération, les rythmes de bombardement ukrainien sur le Donbass se sont accélérés à partir de, je ne sais plus, début février, début février 2022. Bon. Donc pour empêcher qu'il y ait une espèce de blitzkrieg pour une reprise du Donbass par l'Ukraine, qui aurait mis la Russie en position extrêmement défensive, donc elle a pris les devants de ce point de vue-là. Et donc, pourquoi ? Parce que depuis 2015 et jusqu'à 2022, il y a eu ce qu'on appelle une guerre civile, en fait, en Ukraine, entre les populations russophones séparatistes, considérées comme terroristes par les autorités ukrainiennes de Kiev, qui les bombardaient quand même toute la journée. Donc, avec 15 000 morts, dont, je pense, les 2/3 sont à peu près du Donbass. Bon. Donc, premier objectif, évident. Et deuxième objectif, bien sûr, au moins aussi important, et toujours aussi important pour la Russie. C'est pour ça que les bases actuelles des plans proposés par les Européens et les Ukrainiens ne sont pas sérieux, c'est des sketchs. C'est reneutraliser l'Ukraine. Faire en sorte que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN et que l'OTAN s'en aille. Voilà. C'est clair, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de temps de réaction dans le cadre de la dissuasion. En ce qui concerne Gouliapolier, puisque là c'est la bataille la plus importante, entre guillemets, pour la suite des opérations dans ce secteur du front, pour la journée du 16, il n'y a pas eu de mise à jour particulière hier, vous le voyez, les Russes continuent d'avancer dans la ville, sur 3 niveaux différents, au nord dans le rectangle jaune, au centre dans le rectangle rouge, et on va dire au sud-est, sud-sud-est, dans le rectangle orange. La conquête de la ville se poursuit parce que, comme on l'avait annoncé dès le départ, les moyens de défense de l'armée ukrainienne dans la zone sont limités, ce qui favorise la bataille pour Gouliapolier même a commencé il y a une semaine. Quand vous voyez les avancées russes pour la journée d'hier, pour la journée d'avant-hier, pardon, je n'ai pas celle d'hier, il n'y avait pas de mise à jour particulière. Gouliapolier peut tomber dans les jours qui viennent. Il reste peut-être là sous contrôle ukrainien 40% maximum, entre 35 et 40% de la ville aux mains des Ukrainiens, avec une seule voie d'évacuation et de ravitaillement. C'est cette route que j'ai surlignée en vert comme d'habitude et qui les relie à Orikhiv. Voilà, donc on est dans une situation qui est de plus en plus compliquée, et je rappelle que si Gouliapolier tombe, une fois sécurisé, ça va permettre aux Russes d'avoir un axe sud-nord, donc c'est les routes qui viennent depuis le bas de la carte, la route principale, il y en a une qui part directement vers le bas de la carte et l'autre passe par la zone orange, vers Marfopil. Ça va ouvrir 2 nouveaux axes de ravitaillement potentiel à l'armée russe dans la zone, ce qui est très important parce que il y a peu de grandes routes, peu de grands axes routiers dans ce secteur, et depuis ce carrefour qu'est Gouliapolier, ils vont pouvoir, alors s'ils veulent continuer sur l'axe qui est en vert, mais à mon avis c'est pas ça leur objectif c'est de foncer plein nord pour s'occuper de Pokrovski. Ces mensonges initiaux sur les objectifs russes
prendre toute l'Ukraine, envahir toute l'Ukraine, etc., en ont permis d'autres. Donc la posture impériale et impérialiste russe, puis l'impuissance soi-disant russe, parce qu'en fait on s'est dit mais la Russie avance très lentement, mais évidemment parce qu'elle est toujours dans ses objectifs initiaux. Ceci dit, si ça continue comme ça, moi je crains que les objectifs initiaux qui n'étaient pas territoriaux, à part la protection du Donbass, ne finissent par le devenir un peu plus. La charge de Vladimir Poutine contre les alliés de l'Ukraine. Les porcelets européens voulaient se régaler de l'effondrement de la Russie, déclare le président russe. Vladimir Poutine s'exprimait à Moscou devant des hauts gradés de l'armée russe. Le président de la Russie rejette le plan de paix proposé par les États-Unis et modifié par les Européens. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами. Но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе. Aux yeux de Vladimir Poutine, l'Occident est responsable de la guerre en Ukraine. Это не мы в 2022 году начали войну. Это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада. По сути, Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся ее закончить, прекратить. Selon Vladimir Poutine, 92% de l'arsenal nucléaire russe serait modernisé et n'aurait aucun équivalent dans le monde. Le président russe a par ailleurs annoncé l'entrée en service prochainement du missile à capacité nucléaire Oreshnik qui, à le croire, ne peut être intercepté. La perspective, c'est-à-dire se mettre à la place de la partie d'en face et essayer de comprendre pourquoi il agit comme ça, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait telle ou telle chose. Bon. Ça, il faut oser le faire. Mais bon. Donc, il y a eu toute une suite, si vous voulez, à partir de ces mauvais calculs. Non seulement la Russie a résisté alors qu'on s'imaginait qu'elle allait être à terre, n'est-ce pas, économiquement et financièrement, mais elle a résisté politiquement et surtout, elle n'a pas du tout été isolée comme là aussi on essaie de le faire croire. C'est quand même très clair, il suffit même le peu d'images qu'on a sur les sommets internationaux en dehors des nôtres, si vous voulez, en Occident, on voit bien quand même qu'il y a un soutien très très important sur le fond à ce que fait Vladimir Poutine en Ukraine. On comprend pourquoi il fait cela. Ça ne veut pas dire que les Chinois ne cherchent pas à faire progresser la paix, ou que, bien sûr, mais on voit bien l'enchaînement des choses. Il n'y a que nous pour ne pas le voir, à vrai dire. Après, il y a eu toute la série des mensonges. Alors, si vous voulez, si c'est être pro-russe que de raconter que tous les bobards qui ont été donnés sur les victoires ukrainiennes, les morts russes, le nombre de blessés, de morts ukrainiens, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est faux, c'est démenti, enfin tous les calculs, et encore une fois, c'est des Américains qui le disent, hein, c'est pas moi, c'est pas le Kremlin, bon, tout ça, tout ça est imparable aussi, si vous voulez. Donc, c'est pas être pro-russe que de le dire, c'est dire attention, vous racontez n'importe quoi. Le ratio, on n'a pas les chiffres exacts évidemment, mais toutes les extrapolations qui sont faites, toutes les observations des épouvantables cimetières ukrainiens sans fin, tout ce qu'on sait des décomptes d'armements abattus de part et d'autre, etc., montre une évidence, qui est en fait une évidence mathématique, mais que ça ne nous avait pas frappé au début, c'est que l'Ukraine ne peut pas évidemment battre la Russie, même avec tout le soutien qui lui a été apporté, y compris très concret, par les pays de l'OTAN. Keir Starmer donne une dernière chance à Roman Abramovich, oligarque russe et ancien propriétaire de Chelsea, de verser les fonds issus de la vente du club de football à l'Ukraine. Ce mercredi, le Premier ministre a menacé de saisir la justice et a délivré un permis pour permettre aux milliardaires de verser les 2,8 milliards d'euros de cette vente à une fondation consacrée à des causes humanitaires en Ukraine.
Le temps presse pour Roman Abramovich d'honorer l'engagement qu'il a pris lors de la vente de Chelsea, a rappelé Keir Starmer. Le Royaume-Uni avait sanctionné le milliardaire dans le cadre de la lutte contre les oligarques russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce qui avait déclenché la vente précipitée du club de football. Depuis, cette somme est gelée sur un compte bancaire britannique et aucun accord n'a été trouvé entre Londres et Roman Abramovich. Le gouvernement britannique souhaite que cet argent soit utilisé pour venir en aide aux victimes ukrainiennes de la guerre. L'oligarque souhaite, lui, que ces fonds aillent à toutes les victimes, y compris celles du camp russe. Le problème, c'est que la victoire militaire sur le terrain par rapport aux objectifs initiaux, bon, elle est là, et c'est chaque jour un peu plus, mais il faudrait arriver à une restabilisation de l'ensemble, très au-delà même de la question ukrainienne en tant que telle. Ensuite, il y a la question, bien sûr, dans le grand débat pro-russe, pro-ukrainien, de la représentativité, la légitimité, si vous voulez, et de la responsabilité du pouvoir de Kiev actuel, même déjà celui de 2014 avec Poroshenko, mais certainement depuis Zelensky. Donc, en fait, tout le monde sait aujourd'hui, enfin toute personne un peu informée, un tout petit peu honnête, sait bien, voit bien, comprend bien, les Américains le disent maintenant clairement, que l'Ukraine a été instrumentalisée. On s'est servi de cet État contre la Russie. C'est évident. C'est pas, là encore, c'est pas relayer le narratif du Kremlin, c'est la Russie le dit, mais parce que c'est un fait. Bon, et celui qui en parle le mieux, encore une fois, c'est pas Vladimir Poutine ou je ne sais qui en Russie, c'est pas Caroline Galacteros, c'est l'ancien, il y en a beaucoup qui en parlent, mais enfin, celui qui l'a dit clair et net et qui l'a dit dès 2019, c'est-à-dire le 18 mars 2019, c'est Alexei Arestovitch, qui était un des principaux conseillers de Zelensky, placé auprès de lui, qui était son chef de cab adjoint, si vous voulez, enfin qui était, voilà, qui est un homme très, très vif, très, très intelligent, qui depuis 2 ans a, je pense, quitté l'Ukraine, et qui d'ailleurs est encore plus clair et encore plus, il lâche encore plus sa parole depuis 2 ans, mais en tout cas en 2019, hein, la guerre a commencé en février 2022, fin février 2022. 2019, il donne une interview, donc au moment de l'arrivée au pouvoir de Zelensky, et il explique tout simplement qu'il faut que l'Ukraine se prête, accepte de mener une guerre contre la Russie pour pouvoir entrer dans l'OTAN. Qu'en fait, l'Ukraine est à la croisée des chemins, je le reprends, que si elle ne le fait pas, dans 10 ans, au pire, au mieux, enfin, elle sera sous contrôle russe, que les Russes risquent de détruire toutes les infrastructures ukrainiennes pour que l'Ukraine n'ait plus d'intérêt aux yeux de l'OTAN, et que donc il faut prendre ce mouvement possible de vitesse, et qu'il faut accepter une guerre qui sera une guerre de destruction du pays, où l'Ukraine sera détruite, pour rapidement, et faire ça bien sûr, appuyé par l'OTAN, pour pouvoir entrer dans l'OTAN. Voilà, c'est le prix à payer. C'est Arestovitch qui le dit. Je vous invite à aller voir, vous tapez son nom, Alexei Arestovitch, sur YouTube, 18 mars 2019, vous allez le retrouver. C'est un blocus, je ne laisserai passer personne qui n'a pas le droit de passer. Le Venezuela a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter de l'agression américaine contre le pays. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé Trump de vouloir le renverser et prendre le contrôle des ressources pétrolières de son pays. Les partisans de Maduro se sont rassemblés mercredi à Caracas pour protester contre le blocus et les dernières sanctions de Trump. Les mesures prises par Washington devraient affecter les flux de devises étrangères vers le secteur privé vénézuélien et couper la principale source de revenus du Venezuela. Les économistes ont averti que les prix du carburant pourraient encore augmenter dans le pays, où l'inflation annuelle devrait dépasser 500%.
La semaine dernière, les gardes-côtes américains ont capturé le super-pétrolier Skipper près du Venezuela, ce qui constitue la première saisie américaine d'une cargaison de pétrole vénézuélien. La marine allemande se modernise. Le premier hélicoptère Sea Tiger a atterri ce mardi dans les locaux du ministère de la Défense à Berlin. Un véritable bond en avant pour la Bundeswehr, selon le ministre Boris Pistorius, qui a précisé que l'appareil remplacera les anciens modèles Sea Lynx et sera capable de détecter et de combattre les sous-marins à l'avenir. Le Sea Tiger peut repousser des menaces aériennes, déployer des torpilles et des missiles ciblant la mer en tant que système d'armement et peut également être utilisé pour de la reconnaissance maritime et le sauvetage en mer. Diese hochmoderne Ausrüstung für die Bundeswehr ist auch nötig, gerade auch für die Marine. Sie wissen, Putin rüstet seine Marine weiter massiv auf. Er braucht sie nicht oder kaum in der Ukraine. Die Schwarzmeerflotte ist das eine, aber die Nordatlantikflotte ist etwas anderes. Das heißt, wir sind gefordert als NATO, als Bundesrepublik Deutschland, unsere Streitkräfte zur See schnell und besser auszustatten. Le Sea Tiger ouvre de nouvelles possibilités pour les opérations de combat maritime depuis les airs. Il aide la flotte à déployer efficacement les frégates et à obtenir une image précise de la situation dans la zone. La rapidité de l'acquisition montre que la Bundeswehr modernise ses capacités rapidement et de manière ciblée, affirme Boris Pistorius. Pour la marine, le Sea Tiger est un signal clair. La flotte est prête à remplir ses missions nationales et celles de l'OTAN. Am Montag wurde in Berlin über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine verhandelt. Doch die Gefahr aus Russland bleibt weiterhin bestehen. Um die Bundeswehr und auch die Marine verteidigungsfähig zu machen, wurde deswegen heute der erste Sea Tiger-Helikopter übergeben. Mit rund 30 soll die Bundeswehr damit in der Zukunft die weltweit größte Flotte haben. La présidente du Conseil italien douche les espoirs de la Commission européenne. Devant le Parlement à Rome, Giorgia Meloni a qualifié de prématurée la signature du traité de libre-échange UE-Mercosur en fin de semaine. L'Italie exige désormais la finalisation d'un train de mesures complémentaires pour protéger ses agriculteurs de la concurrence sud-américaine, avec des garanties de réciprocité ou encore un renforcement des contrôles phytosanitaires. Giorgia Meloni a précisé que cela ne signifiait pas que l'Italie entendait bloquer ou s'opposer à l'accord dans son ensemble. L'Italie bascule ainsi dans le camp de la prudence aux côtés de la Pologne, de la Hongrie, de l'Autriche ou encore de la France, où une large partie du monde agricole est en proie à de vives inquiétudes face à une potentielle ouverture du marché européen aux produits sud-américains. Cette convergence isole le bloc pro-accord mené par l'Allemagne et l'Espagne. Paris et Rome plaident pour prolonger les discussions en début d'année prochaine. Mais la Commission craint qu'un report ne signe l'arrêt de mort d'un accord négocié depuis 25 ans. Le bras de fer doit se poursuivre lors du sommet européen de jeudi et vendredi. Alexis, d'après ce que l'on comprend, le traité de libre-échange avec le Mercosur ne sera pas signé cette semaine par les instances européennes. Est-ce que ça veut dire, Alexis, que la colère des agriculteurs va s'apaiser ? Je ne le crois pas, Dimitri. D'abord, parce que le traité avec l'Amérique latine est loin d'être enterré. Giorgia Meloni, qui vient d'apporter un renfort de poids à la position française, ne dit pas un instant qu'elle refuse le Mercosur. Elle dit seulement que sa signature est prématurée. Et d'ailleurs, malgré ses coups de menton, Emmanuel Macron ne dit pas autre chose. Il réclame des garanties, des clauses miroirs, des procédures de contrôle, mais il ne renonce pas au traité de libre-échange. Et bref, les éleveurs de bovins ou de volailles, les producteurs de maïs ou de betteraves sont loin d'être tirés d'affaire. Ensuite, parce que la crise des campagnes répond à bien d'autres causes que le Mercosur. Elle existait avant, elle existera après. C'est au fond l'expression d'un mal-être profond, de l'angoisse existentielle d'une profession, d'une population, d'une tradition qui se voit disparaître. 4 millions d'exploitations agricoles en 1960, 400 000 aujourd'hui, et qui reconnaît, dans l'abattage systématique de bovins pas forcément contaminés, la métaphore tragique de son propre destin. Oui, mais en même temps, quelle autre solution, Alexis ? Ce n'est pas en laissant l'épidémie se répandre qu'on va sauver les campagnes. Vous avez sans aucun doute raison, Dimitri, et l'action énergique menée cet été en Haute-Savoie plaide rationnellement en ce sens.
De la même façon, il existe des motifs raisonnables d'être favorable au Mercosur. Évidemment, si on est un industriel de l'automobile, du luxe, de l'aéronautique ou de la chimie, on ne peut qu'être pour. Et de la même façon, si on est un agriculteur qui produit et qu'on produit du vin, du cognac ou des produits laitiers. Le problème, dans la France d'aujourd'hui, c'est que ces raisonnements, même quand ils ne sont pas faux, ne sont tout bonnement plus audibles. Pourquoi ? Parce que les institutions qui les formulent ont atteint un tel niveau de discrédit. Elles ont un tel génie pour se rendre antipathiques que plus personne ne veut les croire. Je sais que vous l'avez lu, mais je voudrais recommander à nos auditeurs l'excellente interview que le géographe Christophe Guilluy donne à Alexandre Devecchio dans le Figaro de ce matin. Il y décrit parfaitement comment ce qu'il appelle la technostructure franco-européenne est pilotée, je le cite, par des élites sécessionnistes enfermées dans leurs bulles urbaines et culturelles qui ne voient plus rien et qui, pour dire les choses simplement, sont unanimement détestées. Et franchement, comment ne le serait-elle pas ? Au nom de grandes idées, généreuses en théorie, mais en réalité féroces pour ceux qui les subissent, ces élites, depuis des années, ont prétendu tout changer dans la vie des peuples. Leurs habitudes culturelles, leurs repères moraux et leurs références anthropologiques, leur alimentation, leur environnement humain, leur cadre de vie. Aux gens ordinaires, on a intimé l'ordre de changer de voiture, de chaudière, de vitrage et même de thermostat sur leur radiateur. Et quand les gens n'étaient pas d'accord, on leur a roulé dessus. Et le plus beau, c'est que cette technostructure a fait fausse route sur à peu près tout et qu'elle le reconnaît aujourd'hui. La preuve, qu'il s'agisse de normes environnementales ou sociales, d'automobiles, d'énergie ou d'immigration, Madame von der Leyen démantèle pièce après pièce tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc. Certes, mais ça ne contribue pas à restaurer l'image de ceux qui nous gouvernent. Et donc, quand les citoyens, qui sont aussi des électeurs, voient qu'on lance contre les agriculteurs ces blindés, qu'on n'ose pas utiliser contre la DZ Mafia, quand ils assistent à ce spectacle ahurissant d'un maire menacé de sanctions par un préfet parce qu'il prétend s'opposer au mariage d'un clandestin qui refuse de quitter le territoire, eh bien ces gens-là sont en colère. Et je ne crois pas que cette colère retombera de sitôt. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.